Bonsoir Xavier Hofer. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va revenir pour cet enjeu sécurité 2017. On va revenir sur un point d'actualité. Il y a eu il y a quelque temps une attaque très grave à l'encontre des forces de l'ordre à Viry-Châtillon et Grigny, d'ailleurs et Grigny, puisque c'est dans une cité qui s'appelle La Grande Borne et qui correspond aux deux communes. Est-ce que vous avez de nouveaux éléments sur cette enquête? Alors, c'était au début du mois d'octobre. Nous approchons donc la fin du mois de novembre et rien n'a changé. C'est-à-dire que, naturellement, le ministère de l'Intérieur nous a dit qu'on allait retrouver les misérables qui avaient accompli cette acte. Oui, mais les sauvageons, les sauvageons, ils courent toujours. Hein, et je n'ai pas le sentiment qu'on va les arrêter tout de suite. On a trouvé des gens qui avaient pris des photos ou fait des petits films avec leur téléphone, etc. Mais les principaux auteurs, on ne les a pas trouvés. Et c'est très important, cette situation-là, et c'est très symptomatique. D'abord, ça explique que la colère policière ne se calme pas. Les policiers posent la question, les policiers de la base posent la question, et elle est extrêmement importante. Qui sont les gens qui ont essayé d'assassiner nos collègues et où sont-ils? Et comment se fait-il que 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines après les faits, on n'ait toujours pas arrêté ces individus-là? Alors, on ne les a pas arrêtés. Pourquoi? On ne les a pas arrêtés parce qu'un certain nombre de zones sont en dehors de la loi. Ce sont des zones, au sens strict du terme, hors la loi. À savoir que la loi et l'ordre ne s'y appliquent pas comme sur le reste du territoire de la République. Même le fort modéré M. Juppé l'a dit, puisque récemment il a été, je ne sais pas trop où, en banlieue, là, Argenteuil, je crois, et il a dit il faut reprendre ces quartiers. Et voilà, ça fait, j'entends ça depuis Chirac, si vous voulez, donc j'ai un peu l'habitude. C'est normal, il était son Premier ministre. Oui, mais en réalité, rien ne change. Hein? En réalité, depuis le temps, rien n'a changé. Ça fait maintenant près de 40 ans. Quand un nouveau gouvernement arrive et qu'il est amené à s'occuper de ce qu'on appelle le secrétaire d'État, selon les cas, ou le ministère de la ville, ce qui est déjà du politiquement correct, parce qu'en gros, une ville n'a jamais agressé personne. C'est les habitants de la ville en question qui peuvent ou bien ou mal se conduire. Mais une ville, c'est de la pierre, c'est du béton, c'est tout à fait calme. Hein. Donc ça ne devrait pas être le secrétaire d'État ou le ministère à la ville, ça devrait être secrétaire d'État au quartier abandonné ou quelque chose. Il faudrait, ça aide d'appeler les choses par leur nom, parce que si vous n'appelez pas les choses par leur nom en médecine, vous n'avez naturellement aucune chance de faire le diagnostic, donc de trouver le traitement ensuite. Revenons-en à ces quartiers et à ceux qui, comme la cité de la Grande Borne, alors des quartiers comme ça, la dernière fois qu'on a fait un recensement, il y en avait à peu près 700 sur la carte de France, dont une centaine extrêmement dangereux, hein, dans lequel un individu normal qui se promène a toutes les chances d'être agressé dans les 5 minutes qui suivent c'est comme sur l'autoroute. Voilà. Le pourcentage de des temps de survie sont assez limités. Hein. Et certaines de ces cités, je parle de celles qu'on trouve dans la région de Marseille, les fameux quartiers nord de Marseille. Un jour, le président du conseil régional, qui était un socialiste, a parlé de quartiers en sécession. Vous voyez la gravité du terme. Tout le monde connaît plus ou moins la guerre de sécession. Ça signifie qu'il y a un pays qui éclate en deux et puis il y a une moitié qui fait la guerre à l'autre. Donc, on est encore plus loin que l'apartheid dont Manuel Valls avait parlé. Voilà. Mais apartheid ou pas, sécession ou pas, ces quartiers-là sont hors contrôle. Et ce qui se produit aujourd'hui avec ces victimes et leurs collègues qui crient pour qu'on arrête les bandits, vous savez que dans plusieurs de ces manifestations, le cri de ces policiers de base, c'est les racailles en prison, voilà ce qu'ils crient, hein, et les racailles en général, mais surtout ceux qui ont tenté de tuer leurs collègues. C'est assez légitime comme revendication. En fait. Oui, c'est un peu normal quand même, hein, parce que c'est leur vie qui risque à peu près à chaque fois quand ils rentrent dans ces quartiers-là, et la raison pour laquelle on ne les a pas arrêtés, c'est qu'en fait, ce sont les bandits qui tiennent la cité en question, donc il y a une loi du silence, une omerta, les habitants disent, moi je vois pas de quoi vous voulez me parler, non, on connaît personne, on n'a rien vu, vous savez, ils ont des capuches, ils ont des cagoules, on n'a rien vu, etc., d'une part. Et deuxièmement,
Parce qu'il n'y a pas en France, toujours pas, ces quartiers-là existent depuis, ils existent depuis les grandes vagues migratoires de la fin des années 60 et du début des années 70, le regroupement familial, Giscard, Chirac, etc. Et donc à la suite de quoi on a laissé s'installer ces quartiers en question, et il n'y a en France aucun service de renseignement criminel qui les étudie et qui les cible plus particulièrement. La raison pour laquelle on n'a toujours pas trouvé ces individus-là, ceux qui vraiment dans les faits sont coupables d'une tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité, dans le terme technique, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont et on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà, donc c'est très grave. N'oubliez pas que la même cité de la Grande Borne, c'était déjà le repère de M. Hamedi Koulibaly, là, celui de l'hypercachère en question. Donc ceux qui se trament dans ces cités, que ce soit en termes de crime organisé ou de terrorisme, ou alors les deux en même temps, les fameux hybrides, sur lesquels nous on travaille beaucoup, qui sont comme la chauve-souris de La Fontaine, je suis oiseau, voici mes ailes, je suis souris, vive les rats, donc les hybrides entre le terrorisme et le crime, qui sont réfugiés la plupart du temps dans des cités comme celle-là, où ils savent être tranquilles. Souvenez-vous, quand il y a eu les attentats du Bataclan, où ils ont été se planquer tout de suite, naturellement en Seine-Saint-Denis, dans un de ces quartiers où ils savaient avoir un environnement humain qui leur était sinon acquis, du moins qui avait peur, qui n'était pas prêt à les dénoncer. Mais Jamal, il ne savait pas, il n'était pas au courant. Évidemment, c'est un pauvre garçon. Jawel, pardon. Encore une malheureuse victime de l'exclusion et du racisme. Voilà, comme dirait Madame Taubira. Donc, ce genre d'individus sont extrêmement dangereux. Ceux qui, aujourd'hui, sans doute pour protéger un lieu de deal de drogue, etc., ont agressé les deux policiers, ils peuvent basculer terroristes du jour au lendemain. On l'a vu. On a vu les frères Abdeslam, on a vu les Kouachi, on a vu le Koulibaly, on en a vu... En fait, tous ceux qui ont fait couler le sang en France ou en Belgique sont des bandits, à un moment donné, ayant basculé dans le terrorisme. C'est-à-dire qu'on a quand même un sentiment, c'est que comme ils sont en totale impunité ou presque, finalement, comme on le voit avec ces gens qui ont porté atteinte à la vie des policiers à Grigny, on a le sentiment que non seulement ils peuvent recommencer, mais ils peuvent encore faire pire. Mais évidemment, parce que la police ne sait pas où ils sont et ils ne savent pas ce qu'ils font. À l'heure actuelle, vous savez, les criminologues qui font bien leur boulot, ils connaissent les gentils et ils connaissent les un peu moins gentils. Donc j'ai des contacts dans des cités du 9-3. Moi, je peux y aller, j'y vais des fois. Pas avec des racailles, mais avec d'autres qui savent se défendre et se protéger et qui vivent dans les mêmes endroits. Mais je peux vous dire, ils ne voient jamais la police. Et personne ne vient les voir. On sait que c'est des quartiers maintenant où c'est pas encore des affrontements raciaux, mais en tout cas il y a des ethnies, par exemple les Antillais détestent les racailles, ils sont dans leur coin, etc. Et population sans problème, etc. Mais eux, on vient même pas les voir pour leur dire de l'autre côté de la rue, vous savez ce qu'ils fabriquent, etc. Il y a extrêmement peu de travail de renseignement efficace. Si la police et si le renseignement intérieur avait eu du renseignement sur ce qui se passait à la cité en question, à la Grande Borne ou dans d'autres, Clos Saint-Lazare à Thiers, les pyramides à Évry ou autres coupe-gorge comme ça, eh bien, au moins, si on ne peut pas prévenir, dès qu'on sait qui c'est, on les arrête. Il arrive souvent qu'un méfait est accompli, ou même un crime, et que le lendemain, les gens soient en prison. C'est que la police le savait, que sur le moment, là, si pratiquement 2 mois, enfin en tout cas 1 mois et demi, et bientôt 2 mois après cette tentative d'homicide sur des policiers, personnes détenant l'autorité, on n'a arrêté personne, c'est qu'on ne sait rien. Vous vous rendez compte ? Ce que c'est que le gouvernement d'un État, ça a été défini une fois pour toutes et très simplement par Raymond Aron. Raymond Aron a donné cette définition-là de ce que c'était qu'un État-nation. C'est tout simple, respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. La paix publique est une des missions régaliennes les plus importantes d'un gouvernement, quel qu'il soit, de gauche, de droite, etc., dans un État-nation. Comment peut-on parler de paix publique alors qu'il y a des endroits dans lesquels, premièrement, on peut monter une embuscade contre des policiers, tenter de les tuer, et pratiquement 1 mois et demi à 2 mois après, ne pas avoir la moindre idée de qui a agi. C'est incroyable. Un gouvernement, un pays, ça doit être policé. C'est l'origine police, la cité, police en grec, et un État policé, c'est la même chose. Un État où il y a des zones où
c'est pas ce qui se passe, où on peut agresser, tuer les gens. À l'heure actuelle, dans ces cités-là, si vous avez des immigrés clandestins, il y en a un qui peut en assassiner un autre et l'enterrer dans la cave du HLM, on ne le saura jamais. Ben oui, c'est ça la réalité. Donc c'est très grave parce que ça a non seulement des implications pour la paix publique, mais ça a même des implications en termes de sécurité au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire en cas d'acte de terrorisme. On ne sait pas ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs du territoire français. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ben c'est bien, le candidat qui serait élu en 2017 aura de quoi faire alors. Ah ben, en tout cas, il pourra nous faire des promesses. Alors, c'est une affaire extrêmement compliquée. On ne remet pas de l'ordre dans les quartiers où il n'y en a pas eu pendant 40 ans, aisément et impunément. Ça sera sans doute pas très facile. Et c'est ainsi que dans la campagne dernière, la campagne de 2012, les candidats se sont bien gardés de parler de ça. Personne n'a parlé des cités et des quartiers. Ils ont, comme on le dit familièrement, balayé la poussière sous le tapis. Hein. Ils ont parlé d'autre chose. Mais là, cette fois-ci, M. Juppé, là, il a parlé, il m'a dit, ouais, les quartiers, il faut ramener ça à l'ordre et au droit commun. Ça serait bien que ça soit autre chose qu'un vœu pieux, parce que naturellement, à chaque fois, ça s'aggrave. C'est-à-dire que la dernière fois, ce qui est issu de ces quartiers-là, c'est pas uniquement de l'insécurité au jour le jour, c'est quand même les actes les plus graves commis en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On en est à 239 morts quand même, hein, 240 peut-être. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe dans ces quartiers-là et de ce qui rayonne à l'heure actuelle. Si vous êtes l'État islamique, si vous voulez implanter une cellule en France, où allez-vous la mettre? Là, vous avez l'intention de commettre des crimes graves, braquer des banques ou faire des choses comme ça, vous allez vous implanter là parce que vous êtes tranquille pour préparer vos méfaits et personne ne le saura et personne surtout ne vous dénoncera parce qu'on a peur, parce qu'il y a la loi du silence. Donc la première chose que devrait faire un gouvernement, quel qu'il soit, quand il arrivera aux affaires, ce gouvernement-là, il est tétanisé, il est paralysé, ils ne savent pas se débarrasser même, vous savez, voilà, il y a l'état d'urgence, alors bon, on va le prolonger jusqu'à la fin parce qu'on ne sait plus quoi faire, quoi. Donc on continue comme ça, il y a cette espèce d'incapacité à comprendre la situation et à innover à partir de la situation actuelle. Mais tout gouvernement futur, d'abord, il faudra faire un diagnostic, où c'est ces quartiers-là, qu'est-ce qui s'y passe, savoir qui sont les malfaiteurs qui y règnent, et puis entreprendre de les faire partir, faire revenir ces quartiers-là au niveau du droit commun. Et vous allez voir, dans un rayon de 30 à 50 km autour de ces cités en question, quand elles auront été remises au niveau de l'ordre du reste de la France, de 95% du territoire français, vous allez voir que la délinquance et la criminalité vont beaucoup baisser. Parce que, en criminologie, c'est simple. C'est une discipline qui est simple. C'est toujours les mêmes qui font tout. Hein, je vais vous donner un exemple de ça. On parle beaucoup de M. Giuliani, qui a été le maire de New York, hein, à un moment donné, et qui est un des conseillers de M. Trump. Eh bien, quand il était maire de New York, M. Giuliani a entrepris de faire baisser la criminalité à New York, en commençant par des choses très simples. Il y a un dispositif, on met des petites pièces dans le métro de New York, et puis il y avait des gens qui sautaient par-dessus le dispositif en question. Alors, on les laissait faire, on regardait de l'autre côté, on faisait comme si ça n'avait pas lieu, et naturellement, c'était les gens honnêtes qui payaient par leurs taxes et leurs impôts pour... On connaît bien ça en France. Hein. Voilà, c'est le cas aussi en France. Et donc, un beau jour, les policiers sont entrés dans le métro, ou la police des transports, ont arrêté tous les garçons qui faisaient ça. Plus souvent, c'était des garçons jeunes, pour sauter par-dessus. Non, à 90 ans, on ne fait pas ça, quoi. Donc, ils les ont arrêtés et ils les ont emmenés en garde à vue, ils ont regardé leurs papiers. Et imaginez-vous qu'au bout de 2 semaines de ce traitement-là, les agressions dans le métro de New York, les agressions physiques avaient baissé de plus de 70%. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes qui font tout. Quand vous êtes un voyou, que vous avez du mépris pour la société, vous n'allez quand même pas payer pour un ticket de métro, quoi. Donc vous sautez par-dessus, puis après ça, dans le métro, vous agressez les petites vieilles et tout ça. Donc, si jamais on fait régner la loi et l'ordre dans les cités chaudes autour des grandes métropoles, vous allez voir que, en sens général, la criminalité et la délinquance aux alentours, les cambriolages, les braquages, les vols de voitures, les incendies de voitures, tout ça baissera considérablement. C'est ça qu'il faut faire. C'est simple. C'est simple. Merci Xavier Hofer.